that well. Let's go. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Temps Mort. Lundi, 21h, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la Balle Orange. Et Temps Mort jusqu'à au moins le 12 décembre prochain sera consacré essentiellement aux candidats à l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de basketball et au président des ligues. Vous comprenez là qu'on va donner la parole aux acteurs, ceux-là même qui veulent travailler de fond en comble pour le développement du basketball au Cameroun. Et ça commence dès ce soir, avec celui qui aura officialisé sa candidature ce week-end à l'issue d'une conférence de presse du côté de Yaoundé. Il a déclaré « Je suis président ». Et mesdames et messieurs, ce soir, Temps Mort reçoit, j'allais dire, le président de la Ligue de basketball du centre. Il a de grandes ambitions et donc finir peut-être président de la Fédération camerounaise de basketball. Yves Tsalae, notre invité ce soir, ancien basketteur, il faut le rappeler, entraîneur, président de la Ligue du centre, je le disais tantôt il y a un instant, doctorant en management du sport, directeur de Stop Migration, avec un parcours sportif et académique et même professionnel qui lui donne, d'après lui, l'expertise et même l'expérience pour relever ce grand défi à la tête de la Fédération camerounaise de basketball prochainement. Il aura également joué au Cameroun, donc également dirigé des camps. On va rappeler que entre 2004 et 2009, il était directeur du camp de basketball Kosengwe de formation des formateurs. Entre 2008 et 2009, encadreur de ligue corporate de basketball avec Afriland First Bank. Entre 2010 et 2012, encadreur de l'équipe de basketball Monsieur de l'Université de Douala entre 2009 et 2013. Vice-président de la Ligue régionale de basketball du centre. Et 2013 à 2022, il devient président de la Ligue régionale de basketball pour le centre. À ce jour, avec une grosse expérience comme joueur également entre 88 et 89. Première licence donc en championnat junior au Cameroun avec la mythique équipe de Challenger, mesdames et messieurs. Et puis entre 1989 et 1992, parcours championnat junior avec Challenger, Youk University, Yaoundé University Club, en abrégé Youk. Et puis en 1994, il est bien sûr en sélection en équipe nationale junior pour la Coupe d'Afrique junior entre 92 et 2002. Championnat senior, messieurs, avec Dream Store, Youk, garde présidentielle, CNPS et Forces armées et police. Entre 1999, sélection en équipe nationale senior pour les éliminatoires des Jeux africains. Et en 1998, 99 et 2000, Jeux universitaires avec l'équipe de Yaoundé 2. Il aura reçu plusieurs distinctions individuelles et même collectives comme joueur. Champion du Cameroun junior en 1992 avec Youk de Yaoundé. Champion du Cameroun senior avec Dream Store en 93. 4 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun avec Dream Store en 1993. Garde présidentielle 96 et 97. Vainqueur du tournoi des champions en 1997. Plusieurs fois médaillé des Jeux universitaires. Meilleur joueur de la Coupe du Cameroun en 1997, meilleur marqueur du championnat provincial du centre. On était là en 94, en 95 également, avec Youk de Yaoundé. Yves Tsalae est donc face ce soir à deux de nos panélistes que je vais présenter, mais avant, on va dire bonsoir à Yves Tsalae. Bienvenue sur le plateau de Temps Mort. Bonsoir Christian et merci pour l'invitation. Alors, il faut rappeler que votre posture ce soir sur notre plateau est différente des postures où vous êtes généralement consultant sur ce plateau. Vous avez de grandes ambitions. Oui, je l'ai dit lors de la conférence de presse, je suis candidat à la présidence de la FECA Basket. Et vous venez de le réitérer. Et sur ma droite, donc en face de vous, Yvan Kamoua, journaliste. Bonsoir, cher confrère. Bonsoir Christian, salut au président Yves Tsalae, je suis content, très content d'ailleurs de retrouver après plusieurs mois. C'est vrai qu'on se retrouve autour de ce plateau dans un contexte très particulier. Oui.
Mais je n'ai pas de doute qu'on va partager 90 minutes de très haut niveau comme d'habitude. Bien sûr. Et juste à votre droite, donc le coach Augustin Mouelet qui est parti de Yaoundé pour être sur le plateau ce soir. Coach Mouelet, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir Yvan, bonsoir à M. Yves Tchala qui a mené tant bien que mal la très grande ligue de basket du centre. Nous souhaitons bon vent pour la fédération. Bien évidemment. Il faut dire que personne ne vous attendait sur ce plateau ce soir. Personne n'avait véritablement parié qu'il y aurait un Mouelet sur ce plateau ce soir. Président, Oui. vous l'auriez parié, vous, qu'il y aurait un Mouelet sur ce plateau ce soir? Non, mais de toutes les façons, je savais qu'il y aurait des personnes pour débattre et chaque fois qu'il faut parler de basket, ça me convient. Tout à fait. Allez, on va la faire aujourd'hui sans langue de bois. D'accord. Véritablement sans langue de bois, parce qu'on va dire les choses deviennent très très sérieuses. Il est donc important aujourd'hui de développer ce grand projet que vous avez d'ailleurs présenté à la presse. On parlera de ce projet ce soir. On parlera à mes téléspectateurs des élections à venir. On parlera également de la gestion de la Ligue et ce sera avec vous au numéro de téléphone. Vous devrez poser vos questions. J'ai dit poser des questions parce qu'on ne prendra que des questions ce soir à notre invité Yves Tchala. Alors, Yves Tchala, 2 minutes Oui. pour présenter ce projet et ce sera face caméra. D'accord. Alors, merci de me donner l'opportunité de présenter ce projet que nous avons, je dis nous parce que je suis la face visible de l'iceberg, mais il y a toute une équipe derrière moi que nous avons pensé pour le basket camerounais. La première des choses, c'est un tout petit diagnostic, c'est de se dire d'où on part pour proposer ce projet. C'est le diagnostic que la plupart des acteurs du basket ont fait aujourd'hui, partant de nos résultats au niveau international, de l'organisation de notre championnat local, du déficit de formation, du développement de nos disciplines, du déficit des infrastructures, et donc de cette impression de stagnation, c'est-à-dire que on se dit que plus les années passent et plus carrément on régresse, on n'est même pas stable. Donc c'est cela qui a motivé l'érection de ce projet de basket qui vise à faire les choses autrement et c'est pour ça qu'on l'a intitulé Draw a New Vision. Draw a New Vision, c'est faire les choses autrement. D'abord, c'est fédérer un ensemble de personnes, donc des différentes générations, parce que on s'est rendu compte que certaines générations étaient quasiment exclues du basket. Fédérer tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs qui possèdent une énorme expertise partout pour pouvoir apporter au développement. Et ça nous amène à cette vision proprement dite qui est celle de promouvoir un cadre de développement pour notre basketball, c'est-à-dire construire ce cadre autour des visions, des valeurs dont on parlera certainement en détail dans cette émission, mais autour de certains piliers aussi, surtout au niveau des ressources humaines, parce que c'est là la clé, c'est de pouvoir, à partir d'une vision, drainer un certain nombre de personnes qui soient capables d'impulser quelque chose, le changement, de montrer tout un autre pan de notre basketball qui a énormément de potentiel. Voilà en quelques pans le résumé de ce projet qui, je sais, on aura l'occasion d'aller dans le détail pour le développer. Et ce sera pour les 45 prochaines minutes durant. Sur le plateau, messieurs, vous prenez la parole, c'est quand vous voulez, et vous aussi à la maison, quand vous voulez, sur le numéro qui est affiché en bas du petit écran. Alors, vous avez parlé de vous, à la base de ce projet Draw a New Vision. Vous, c'est qui? Est-ce qu'on peut savoir les noms à l'appui? Effectivement, moi, comme j'ai dit, je suis devant, mais derrière, il y a une équipe de techniciens, beaucoup, Luis Tchungi qui est exposé, Alain Martial, Wassou, maintenant, beaucoup d'autres techniciens. Luis Tchungi, que joue à quel rôle? On va pas courir, on a du temps pour ça. Oui, parce qu'il est important qu'on sache quelle est l'équipe qui est derrière cette campagne. C'est des aspects de formation qui seront discutés d'ailleurs avec d'autres techniciens. Vous savez qu'il a participé à ce projet de stratification pour les entraîneurs
développer un projet pour la DTN d'une façon globale. C'est un technicien pur dans l'âme, mais donc il a cet aspect technique avec d'autres personnes, peut-être que je ne vais pas officiellement citer ici pour le moment, mais l'idée c'est d'avoir ce projet coopératif, surtout d'avoir toutes ces intelligences d'ici et même de l'étranger pour pouvoir travailler justement sur la formation à la base, parce que on est convaincu que si vous avez des entraîneurs bien formés, si vous avez des infrastructures, du matériel et que vous organisez les compétitions, vous aurez forcément du basket qui émerge de là. Donc c'est partant de ces points-là qu'on doit mettre un accent dessus. Et donc on a les équipes sur ces différents compartiments. Et pas que là, évidemment, sur tous les aspects qui concernent les commissions, telles que vous l'avez vu dans le projet, dans le détail de ces commissions, il n'y a pas une personne, mais au moins 5 personnes mais il y a des gens par à la commission. Voilà, mais il y a des gens à la tête au marketing, aux finances, donc dans tous ces différents compartiments, basket jeune, 3x3, tout cela, il y a des personnes qui sont là pour penser ce projet et le mettre en œuvre. Ce sera, on va rester sur le bureau directeur. Allez-y, Yvan. Oui, moi, il me vient à l'idée une question un peu dans la continuité de ce que Christian a évoqué. Quand je jette un coup d'œil sur le synthétique de votre projet de 37 pages, il y a un synthé de 2 pages. Au niveau de le leadership de la LBC, vous dites vouloir mettre à contribution votre expertise pour le développement du basketball camerounais. De quelle expertise s'agit-il? L'expertise, c'est tout ce qui a été développé au niveau de la Ligue. Parce que dans la Ligue, on va dire que j'intègre la Ligue en 2009, donc comme premier vice-président, et puis en 2013 comme président, ce qui fait quand même... combien? À peu près 12 ans. 14 ans, 13 ans. Oui, 13 ans. 13 ans au niveau de la Ligue régionale de basketball du centre, qui est une grosse ligue. Donc 13 ans passés quand même dans le staff dirigeant de la Ligue vous forge une expérience de management parce que c'est une ligue assez costaude, c'est une ligue qui demande beaucoup d'attention, qui demande un management de haut niveau pour pouvoir calibrer tout cela et continuer de faire monter la ligue. Au-delà de l'accumulation des années dans différents postes dans le management, que ce soit de la ligue, de la fédération, moi, j'aimerais davantage interroger les résultats. En 13 ans passés au sein de la Ligue de football du centre, est-ce que vous avez l'impression, pardon, le basketball du centre, est-ce que vous avez l'impression qu'en 13 ans, la Ligue de basketball du centre a véritablement décollé au point aujourd'hui de vous voir, de vous sentir pousser les ailes et de vous donner l'impression que vous pouvez porter sur vous l'avenir du basketball au Cameroun? Oui, je pense que la Ligue a des faits d'armes intéressants. Et quel par exemple? C'est déjà... je vais déjà féliciter mes prédécesseurs, ceux qui ont travaillé déjà à mettre la Ligue du Centre à un niveau. Je suis arrivé pour apprendre auprès d'eux d'abord, pour voir comment ça se passe. Et à partir de 2013, pour essayer d'améliorer à mon modeste niveau ce qui était déjà fait. Donc à partir de là, si je commence par les petites catégories, les petites catégories, il y avait à la fin de l'année un regroupement qui se passait, très souvent qui cumulait donc ces petites catégories. Nous, on a pris le défi de pouvoir organiser un championnat assez régulier dans ces petites catégories. Et c'était un vrai challenge pour commencer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait plaisir de voir qu'on a suivi des jeunes depuis les U10 jusqu'au U18, etc., se développer, dont on a des talents aujourd'hui qui sont reconnus. Ça, c'est quelque chose. Et puis maintenant, on a ajouté d'autres choses. On a amélioré, je pense, le championnat avec des formules plus attractives de Final Four. On a créé une Ligue 2 pour stimuler maintenant les jeunes avec ce système d'ascension-relégation et qui permettent aussi de niveler quelque part le championnat parce que vous avez la Ligue 1 avec des équipes abouties qui sont ambitieuses, qui aspirent à aller à l'élite avec
tout ce que ça comporte. Et puis vous avez la Ligue 2 qui est une équipe en structuration avec des jeunes qui se forment encore au haut niveau, qui ont peut-être des difficultés de passage entre les U18 et les seniors et qui s'adaptent là. Donc il y a eu ça. Et puis enfin, il y a eu le corpo que nous avons fait donc germer complètement pour qu'on se rapproche des entreprises. L'idée, c'était ça. C'est si on sollicite des sponsors et qu'on ne les a pas, on peut amener les entreprises à nous en aidant ces entreprises à faire des activités qui sont liées au basket et à partir de là, développer un certain nombre de points. Et ça a été ça avec le corpo. Je crois que ça, c'est des éléments marquants qui ont fait qu'au niveau de la Ligue du Centre, on puisse développer les choses. Et puis, évidemment, à partir de là, les résultats, je pense, ont suivi parce que notre domination n'était pas aussi évidente dans les catégories seniors entre les années 2010 et 2015. Il y a eu École de basket, champion 2013. On a eu l'épisode Bamenda All-Star. On a eu Zumento à un moment, et je crois que c'est à partir des années 2016 qu'on a commencé à stabiliser aussi les résultats enseignants, monsieur, avec BEAC, avec Condor, Fab qui enchaîne, et puis complètement chez les dames, c'est vrai qu'il y avait eu la domination d'INJS, après c'était un peu alterné, et puis maintenant on a aussi totalement pris ce pan, et je crois que chez les U18 aussi, on est assez performant parce qu'on commence plus tôt, donc je dirais qu'il y a une incidence aussi sur les résultats. Il y a eu une incidence claire sur le nombre de pratiquants de haut niveau des équipes qui ont augmenté. Donc, avec tout cela, je pense clairement que la Ligue du Centre, surtout dans le contexte actuel, qui est bien difficile, puisque vous pouvez comparer avec les autres régions, pour vous rendre compte que c'est bien difficile. Quand j'arrivais à la Ligue du Centre, on avait un sponsor qui nous donnait 7 millions à la Ligue du Centre, 7 millions au littoral dès le début de l'année, 2 millions à la région de l'Ouest, 1 million pour toutes les autres régions. Donc vous imaginez... C'est à l'initiative de la Ligue du Centre, non, tout ça? Non, c'était à l'initiative de la fédération quand nous arrivions. Et vous voyez que c'est un gros capital pour les ligues. En plus, vous aviez la possibilité, lors des finales, de solliciter ce sponsor encore pour avoir des trophées, pour avoir autre chose. Vous comprenez que le contexte était plus favorable. Entre-temps, on a perdu ces sponsors, on a continué. Et vous voyez que les ligues sont quasiment abandonnées à elles-mêmes. Et la conséquence est que vous voyez que le mouvement est presque mort partout. Donc, survivre dans un tel contexte, faire des compétitions pendant 7 mois tous les week-ends, avec toutes les catégories, je vous assure, Yvan, ça relève de... pas du miracle, mais de beaucoup d'expérience et de persévérance. Justement, sur la fin de votre propos, Yves Tchala, est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, s'agissant justement de la disparition des sponsors, vous êtes quelque part responsable de votre propre turpitude? Parce que vous l'avez dit il y a un instant, quand vous arrivez à la tête de cette ligue, il y avait les sponsors qui étaient là et c'est pendant que vous étiez aux manettes de la ligue que les sponsors ont disparu. Non, c'était les sponsors de la fédération, pas de la ligue. C'était un contrat fédéral qui avait des déclinaisons au niveau des ligues. Ça veut dire que l'argent était versé directement dans le compte des ligues. La fédération avait sa quote-part de 50 millions aussi. Et puis maintenant, les ligues avaient leur quote-part. Et c'est comme ça que c'était géré. Donc, les ligues ne sauraient être responsables de la disparition d'un sponsor au niveau national, puisque nous n'avions que les déclinaisons au niveau de la région. Mais c'est vrai aussi que là, c'est quand j'arrive comme premier vice-président. Mais maintenant, au moment où je vais à la présidence, ce partenariat n'est plus là. Et donc, on a dû, depuis toutes ces années-là, gérer la Ligue avec nous, nos propres partenaires qu'on arrivait à trouver de temps en temps. Donc, on peut clairement dire qu'on n'a pas eu d'appui spéciaux, de subventions, de soutien de très haut pour pouvoir mener les ligues. Je peux dire que sur le budget, sur le budget, c'est des ressources financières qui proviennent essentiellement de la Ligue du Centre. Et pas des sponsors? Et des sponsors, quand je dis Ligue du Centre, ça veut dire retrouver des ressources trouvées par la Ligue, donc y compris des sponsors. On peut dire aujourd'hui que la Ligue du Centre fonctionne à combien de pourcents grâce aux sponsors?
Ben, on peut citer, c'est surtout par événement. Ce qui fait les sponsors que nous avons à la Ligue du Centre sont plus des sponsors pendant les événements. On n'a pas de sponsor permanent sur l'année. Ça veut dire que sur l'année, c'est des sponsors ponctuels. Ça veut dire que sur l'année, on doit trouver des voies et moyens pour pouvoir régler tout ce qui est exigible à tout moment pendant. Mais vous avez eu 9 ans. Oui. 9 ans comme président, est-ce que ça n'a pas suffi pour avoir des sponsors qui vous accompagneront tout au long de l'année, surtout que dans vos casquettes, vous êtes enseignant de marketing? Oui, justement, parce que les sponsors regardent aussi au niveau territorial ce qu'il y a. Et forcément, la Ligue du Centre, c'est une portion limitée quand même pour pouvoir prétendre, hein, je pense, à un sponsoring conséquent. Résultat, on a de l'attrait, on a un ensemble d'éléments, mais surtout sur des événements. Et c'est aussi pour ça que on a multiplié des événements qui puissent être des relais aussi de communication pour ces entreprises, mais aussi de mise en valeur de nos acteurs. Parce que c'était aussi ça le but. On s'est dit, bon, on va quand même trouver les moyens de mettre en valeur nos acteurs aussi. Et on a donc inventé ces événements-là qui intéressaient les partenaires pour venir à ces événements, mais qui permettaient aussi de mettre nos acteurs en valeur. Yves Tchala, tout à l'heure, dans le déroulé de votre programme, vous avez commencé en disant qu'il fallait faire un état des lieux, un diagnostic du basketball au Cameroun. Oui. Aujourd'hui, si on va dans l'absolu, que dans quelques semaines, Yves Tchala est porté à la tête de la Fédération camerounaise de basketball, quel serait l'héritage que Yves Tchala laisserait à la Ligue du Centre? La Ligue du Centre, c'est difficile de se juger soi-même. C'est pour ça que je dis souvent, les acteurs vont pouvoir dire ce qu'on a fait. Mais vous travaillez pour avoir des résultats tout de même. Oui, mais surtout quand ils vont arriver, je crois qu'ils vont se rendre compte de la difficulté de gérer la Ligue du Centre. Et nous, on sera toujours là pour les accompagner. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste aujourd'hui, vous avez une ligue qui joue dans toutes les catégories. D'abord, c'est-à-dire que des plus petites catégories, pour les dames, les seniors, Ligue 1, Ligue 2, les corpos et les vétérans. Donc vous avez toutes ces catégories qu'il faut faire jouer. Et il faut faire jouer de façon durable avec un certain nombre de matchs. Je crois qu'aujourd'hui, la Ligue du Centre a un ADN. La Ligue du Centre est respectée. La voix de la Ligue du Centre est respectée un peu partout aujourd'hui. Donc je pense que c'est cela l'héritage qu'on laisse et qu'on voudrait voir maintenu ou amélioré, parce qu'on souhaite toujours que ceux qui viennent après nous apportent des innovations. Et moi, je crois que peut-être la limite que nous, on a encore, c'est peut-être sur le développement au niveau des départements, parce que je peux dire qu'il y a 4-5 départements qui sont plus ou moins actifs et que la Ligue du Centre a 10 départements. Et donc, peut-être que moi, dans ce sens, je vais orienter ceux qui vont nous succéder d'aller creuser davantage dans le développement au niveau des départements, surtout maintenant avec les collectivités territoriales qui vont peut-être entrer un peu plus dans le domaine du sport, de creuser un peu plus là pour qu'il y ait davantage de basket de haut niveau qui se pratique dans les départements. Mais je dirais quand même que c'est un bilan assez satisfaisant pour moi. Maintenant, comme je disais, les autres vont juger aussi. Mais je crois qu'on a fait notre part, on s'est battu pour que la Ligue soit debout. Avant de clôturer ce bilan, je n'aurai pas la prétention de le clôturer, parce que vous pourrez rentrer dedans de l'autre côté aussi. En termes de reste, vous laissez combien de clubs d'élite à la Ligue? Ben, déjà, je l'ai dit, hein, on a Ligue 1, Ligue 2. En Ligue 1, on a 8 équipes qui sont en Ligue 1, qui ont livré un championnat hyper intéressant. Et dans les perspectives qu'on avait, c'était de faire passer ce championnat à 10 équipes pour avoir encore plus de matchs. Et on croyait qu'il y a vraiment le potentiel pour aller à ce niveau, parce qu'on a été très ravis par le niveau de la Ligue 2. J'ai assisté à un Final Four formidable. Je crois que parmi les meilleurs matchs, c'était les matchs de Ligue 2. Or, là, on a 2 équipes de Ligue 2 qui devaient monter. Falcons de Biémassi et APGES
Et on se disait que, mais si 2 devaient descendre, peut-être que exceptionnellement cette année, il fallait que les 8 restent et que les 2 autres arrivent pour qu'on ait un bon championnat à 10 équipes, parce que je suis convaincu que ces équipes sont capables de livrer des matchs d'un certain niveau. Et en Ligue 2, on a combien d'équipes? Et maintenant, en Ligue 2, il y avait 12. Là, on passera à 10, mais il y a des demandes déjà. Il y a déjà des demandes pour l'année prochaine de nouvelles équipes qui veulent accéder à la Ligue 2. On a un potentiel de 13-14 équipes, je me dis, au niveau de la Ligue 2. Le vrai chantier, peut-être maintenant, sera sur le basket féminin. Parce que le basket féminin, on n'avait que, je dirais, entre guillemets, 5 équipes. Et dans ces 5 équipes, il y a même des risques d'avoir une équipe peut-être qui parte. Donc ici, je crois qu'il y a un chantier pour relancer vraiment le basket féminin senior pour qu'on puisse essayer d'avoir plus d'équipes à ce niveau. Pour les U18, ça commence encore à se développer. On est pratiquement à 14 équipes et on avait un potentiel à 17-18 équipes puisqu'il y a des demandes qui étaient tardives, des équipes qui peuvent être réintégrées. Et chez les filles aussi, on est à 8-9 équipes. Il y a aussi un potentiel pour progresser à ce niveau. J'arrive à la question, ça va faire 20 équipes. Oui. 8 en Ligue 1, 12 en Ligue 2. Oui. Et selon la convocation récente de l'Assemblée générale de la Fédération, 8 équipes seulement, enfin 11 équipes seulement sont reconnues, dit reconnues par la Fédération. Si on parle d'héritage, on est en 2022, convocation de cette Assemblée générale en 2022, reconnaissance d'équipes, 11 à peine sur les 20 tels que vous nous avez dit. Où sont passés les 9 autres? 20 parce qu'il faut même ajouter les 5 équipes seniors dames, ça fait 25. Normalement, passés, donc, 25. On a élargi même le chiffre. Où sont passés les autres? Pourquoi ne sont-elles pas reconnues par la Fédération? Ça, je pense qu'il faut demander à la Fédération parce que quand je regarde le document de la Fédération... Vous avez l'impression que c'est une anomalie de la Fédération? C'est une anomalie pour une raison simple. C'est que la Fédération n'a cité que les équipes du centre qui ont participé aux compétitions nationales. Si vous regardez cette liste, vous allez vous rendre compte qu'on ne cite que les 3 équipes seniors qui ont participé au championnat national, à savoir qui? À savoir FAP, Onyx et puis la 3e, c'est Béac. Chez les dames, on cite les 4 équipes qui ont participé au championnat national. Ça veut dire ASKIP, FAP, Overdose et puis Onyx. Ça fait donc 7. Et maintenant, vous comptez les équipes qui ont participé au championnat junior ou le centre junior filles et garçons, c'est-à-dire Falcons, Fusée, Mendon, et voilà. Donc, la fédération n'a compté que les équipes qui ont participé aux compétitions. Mais les a appelés nationales. clubs affiliés et à jour vis-à-vis de la FECA Basket. Oui. Les autres ne sont-elles pas, les autres ne sont-ils pas à jour aujourd'hui? Non. C'est quoi leur situation? Non, leur situation est bien claire, puisque maintenant il y a les équipes qui ne participent pas aux compétitions nationales, mais qui doivent être licenciées. Et Donc elles ne sont pas licenciées? Elles sont licenciées, puisque nous, qu'est-ce qu'on fait à la Ligue? Nous, on transmet les dossiers qu'on reçoit et puis on paye les frais inhérents. Est-ce que la Ligue du Centre... Est-ce que vous nous confirmez que tous ces clubs, effectivement, pour tous ces clubs, vous avez transmis toute la documentation? Bien sûr, moi je vous demande, qui a le monopole de fabriquer les licences? C'est la fédération. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que les clubs en question ne sont pas considérés comme étant clubs affiliés? Vous avez attendu de voir cette convocation de l'Assemblée générale le matin et vous rendre compte qu'il y a un problème? Non, pour nous, les clubs sont affiliés. On ne s'est jamais rendu compte. Et ça, c'est pour vous, on est sur le plan national et ces clubs évoluent sur le plan national à des moments. Non, il faut faire attention parce que je dis, il y a bien 2 choses. Il y a les clubs qui participent aux compétitions nationales. Il y a les clubs qui évoluent au niveau régional et qui n'ont pas participé aux compétitions nationales. Alors, les clubs qui ont participé aux compétitions nationales sont les clubs qui ont été cités par la fédération dans ce rapport. Les autres clubs, pour une raison qu'on ignore, on espère que c'est une omission involontaire. Est-ce que vous avez une preuve que ces clubs sont affiliés?
Mais bien sûr qu'ils sont affiliés. Christian, qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse des dossiers? C'est vrai, on a un siège, on a des éléments partout où on peut garder les dossiers, mais pour quel intérêt garderait-on les dossiers? Vous avez une preuve? Si les dossiers, dans votre, je veux dire, dans votre coffre que là on a payé, ces clubs sont affiliés, voilà les frais de l'affiliation, les reçus. Nous sommes à la 40e année de collaboration avec la fédération, pour dire que chaque année, les dossiers sont acheminés et les licences sont payées. Vous imaginez bien qu'avec le pourcentage de licenciés de la Ligue du Centre est la ligue qui paye le plus de licences au Cameroun. C'est pas vrai? Près de 70% de licences. Nous payons chaque année beaucoup plus d'1 million à la fédération au titre de frais de licence. Donc, les dossiers, mais reçu à l'appui du compte de la fédération. Ce n'est pas de... Sur quoi s'appuie justement ce titre, ce chiffre de 70%? 70% s'appuie simplement sur les équipes, les dossiers qui sont acheminés au niveau de la fédération, des équipes que nous avions au total. Donc, on achemine tous les dossiers et après on paye les frais. On paye les frais aujourd'hui par OM, par Momo, etc. C'est payé. On a des compensations qui sont faites parce que cette collaboration, qui sont faites, c'est-à-dire cette collaboration, ça veut dire qu'avec la fédération, la fédération peut nous demander de payer telle ou telle chose pour son compte. Et après on fait les compensations. Je vais vous dire par exemple que pour le Skills Challenge, pour les enfants qui devaient participer au Skills Challenge au niveau du Palais des Sports, les enfants étaient bloqués à l'entrée. Et de bonne foi, je suis venu, par exemple, pour que les enfants puissent se préparer pour leur compétition. OK? Et pendant que c'était bloqué, j'ai pris sur moi de payer. De payer avec mes ressources personnelles, de payer pour que sur 2 compétitions, et après on a reçu des félicitations, non, de la Fédération internationale pour notre participation. Mais seulement les licences ne sont pas payées. Les licences sont payées, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est un subterfuge? Puisque vous parlez de compensation et que l'argent aura servi pour organiser certaines compétitions. Non, il faut bien écouter. Les compensations sont sur un montant. Je vous ai dit qu'on paye combien de licences au total. On a payé des licences pour beaucoup plus d'1 million. Ce qu'il reste aujourd'hui dans les comptes à payer à la fédération en termes de frais de licence tourne à peu près à 100 000 francs CFA. Ça veut dire que dans tout ce qui a été payé chez les juniors, chez les seniors, sur toutes les licences, il faut bien me suivre, et des compensations qui ont été faites, il reste à peu près 100 000 francs à payer pour solder tous les comptes en termes de licence. Et ça, c'est très clair. Et que cache selon vous ces chiffres, ce décalage qui est entre les chiffres que vous évoquez et ceux que la fédération a communiqués au terme de l'Assemblée générale? Est-ce que c'est un subterfuge parce qu'il y a les élections qui arrivent? Je ne sais même pas pourquoi, parce que les élections, ces clubs-là ne votent pas au niveau national. C'est des clubs qui votent au niveau régional et jusqu'à preuve de contraire, au niveau régional, c'est nous qui transmettons à notre délégation les gens qui ont participé au championnat avec toutes les preuves et les éléments et qui vont participer aux élections. Nous, il n'y a aucun souci avec ça. Tous les 25 clubs qu'on a cités vont participer aux élections au niveau régional, dans une liste d'Assemblée générale qui a bel et bien été proposée. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, la polémique, à quel niveau, je ne sais pas, parce que ces clubs-là participent aux élections au niveau national et sont reconnus par la fédération pour participer aux élections au niveau national. Est-ce que selon vous, c'est clairement la manifestation d'une dimension de l'incompétence du bureau actuel de la fédération qui n'a pas ses fichiers à jour et qui, sur 25 clubs, il n'y a que 11 qui sont déclarés comme étant des... Non, je n'irai pas jusque-là parce qu'il peut y avoir des erreurs aussi. Moi, je pense que le secrétaire... 14 clubs, mais c'est quand même beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Ce projet-ci... Selon vous, hein? Oui, ce projet-ci, quand on dit qu'on pense à une autre vision c'est quoi? C'est que quand je regarde comment notre fédération actuellement travaille, je peux comprendre que des choses comme ça se passent. Est-ce que vous avez vu toutes les tâches qui sont dévolues au secrétaire général? Est-ce que vous avez vu un secrétaire général adjoint? Est-ce que vous avez vu des commissions travailler? Alors, un seul homme qui doit faire tout cela,
il peut arriver que à des moments, il y ait des problèmes, parce qu'il n'y a pas que des problèmes à ce niveau. Ça veut dire que pour moi, c'est des problèmes fonctionnels, parce que je préfère penser qu'ils sont de bonne foi et pas le contraire. Et je peux penser qu'on peut arriver à cela, parce que quand je vois la charge du travail, ce n'est pas normal. Il devra avoir tout un ensemble de personnel, de staff administratif. Monsieur Mouélé qui est là, on parle de problèmes de licences aujourd'hui. Moi, je le prends à témoin. Lorsqu'ils étaient staff permanent de la fédération, moi, je voudrais qu'ils me disent, est-ce qu'on avait des problèmes de licence? Il était là avec Eric Minkonda, ils étaient staff. Ils étaient dans un bureau avec des machines. On arrivait avec les dossiers, ils préanalysaient, et puis Camille arrivait pour venir valider. Avait-on ces problèmes de licence? Moi, je dis que c'est des problèmes structurels qui sont là et qui peuvent arriver tout simplement. Moi, j'ai une préoccupation depuis. Oui. Justement, vous avez évoqué le fait que je sois passé par le staff de la fédération. Oui. J'ai aussi été secrétaire adjoint sous votre mandat, premier mandat. Je crois que lorsqu'on dépose les licences, on fait une décharge qui est co-signée et par le SG régional et par le SG national. Oui. J'aimerais savoir comment vous avez procédé pour la transmission des dossiers à la fédération. Mais la transmission des dossiers... Parce que le SG doit citer chaque bordereau, nombre de joueurs, nombre de demandes de licence reçues. Oui. C'est à partir de ça qu'on évalue. Absolument, ces documents sont là. Le secrétaire général de la fédération n'a jamais dit qu'il n'a pas reçu les dossiers. Il a reçu les dossiers. On nous a même dit que les licences sont fabriquées et sont dans sa voiture. Moi, maintenant, je demande pourquoi ces licences ne viennent pas. Autre incongruité, il y a des clubs qui ont reçu leur licence signée du SG, qui ne figurent pas sur cette liste. Vous saviez ça? Des clubs comme Expendable, etc., ont leur licence, mais ne sont pas une licence bien signée par le secrétaire général de la fédération, mais ne sont pas sur cette liste. Comment ça s'explique? Mais il faut demander au secrétaire général de la fédération... Vous qui avez été collaborateur de ces personnes pendant environ 5 années, oui. Vous avez touché du doigt à l'intérieur du management de cette fédération. Donc vous êtes mieux placé pour nous expliquer un peu comment ça se passe de l'intérieur. Comment on peut en arriver à un tel décalage? C'est pour ça que moi je vous ai dit... Des années plus tard. C'est pour ça que je vous ai dit que moi je préfère aller sur les aspects fonctionnels, parce que je crois que quand on n'est pas dans le fonctionnement normal, on a plus de chances que ce type d'éléments arrive. Si on doit envoyer les dossiers par une agence et que les dossiers arrivent et on ne sait pas comment les dossiers sont stockés, comment est-ce que ça va se passer. Mais vous imaginez bien qu'on peut avoir, pendant la période Covid, là, on a des sacs qui ont disparu de dossiers. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la Fédération camerounaise de basketball n'a pas siège? Est-ce que vous connaissez... Moi, personnellement, je n'en connais pas, mais peut-être vous qui étiez à l'intérieur, vous qui faisiez partie de l'organigramme de la structure, peut-être vous aviez un endroit où vous retrouvez de temps en temps pour des réunions, où les documents importants de la fédération ont été stockés, ou alors ce sont les voitures de ces différentes personnes-là qui servent de lieu de stockage des dossiers importants, tels que les licences, par exemple. Nous, on suit simplement où on nous dit de déposer. Donc, si on nous dit qu'il faut envoyer, on envoie. Peut-être qu'il y a un endroit ici où on stocke, parce que les membres du bureau directeur sont ici à Douala. Mais à Yaoundé, non, puisque nous, on envoie de Yaoundé pour Douala. Maintenant, à Douala, peut-être. Alors, on va retenir que sur cette convocation de l'Assemblée générale, il y a 11 clubs affiliés tout au long de la saison 2022 et que les autres clubs, à ce jour, vous ne savez pas. Nous, on a demandé au club de saisir la fédération pour que la fédération nous donne les licences, puisque la fédération nous a dit que les clubs saisissent la fédération. Oui, puisque nous, on a fait notre part. Qui transmet, qui reçoit et qui est la caution? Mais Christian, est-ce que tu veux que j'aille braquer la voiture du SG pour prendre les licences? La voix des clubs régionaux, c'est le président de la Ligue. Oui, tout à fait. Mais moi, si pendant 5-6 jours, on n'a fait que demander ces licences-là,
qu'on n'a fait que demander ces licences et que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que nous, on continue à faire? Moi, je ne peux pas venir chercher la voiture du secrétaire général. On va évoluer. Hein, casser pour c'est la 4e fois que vous parlez de la voiture secrétaire général. Oui, parce que le président m'a dit que les licences sont dans sa voiture. C'est pour ça que je on va évoluer. On va évoluer. On va sortir de la Ligue avec cette question. Aujourd'hui, les électeurs de la Ligue du Centre, quels sont vos rapports avec eux? Les électeurs de la Ligue du Centre, au vu des résultats, au vu de votre travail que vous avez dressé ici durant, disons 13 années, ou 9, où vous étiez président, avec ce bilan dont vous dites élogieux, on peut considérer aujourd'hui que les élections de la Ligue du Centre, les électeurs de la Ligue du Centre vous sont acquis? À qui, je ne sais pas, parce que à qui chacun choisit finalement qui y vote, mais je dirais que j'ai des bonnes relations cordiales avec les parties prenantes. Les électeurs, ce sont les parties prenantes, ce sont les clubs, donc les clubs, les entraîneurs, les officiels, et je pense qu'avec toutes ces entités, on a des très bons rapports. L'association des officiels, c'est des partenaires, on travaille, on s'évalue constamment, on se retrouve, les entraîneurs aussi, donc il y a une ambiance plutôt conviviale, même si évidemment il peut avoir eu quelques conflits de temps en temps, c'est normal, lorsque des gens travaillent ensemble. Mais je pense que d'une façon globale, on commençait les saisons et on les terminait. Et on les terminait en apothéose. Donc je pense que compte tenu de tout ça, on peut se dire le dernier événement, généralement on dit c'est la dernière image qui reste. Et la dernière image que j'ai, ce sont les awards que nous avons fait. Et c'était une fête où on s'est tous retrouvés, des petites catégories jusqu'au plus grand avec des matchs corporels. Et où après on a célébré le basket d'une façon générale dans l'histoire du basket et puis tout le reste. Donc je crois que ça c'était un dernier événement marquant qui a permis de montrer qu'on est en communion avec tous les acteurs de la Ligue du Centre. Vous dites, Président Tchala, qu'avec vous, être champion d'Afrique, c'est dans 2 ans, soit 2024. 3 ans, tu vois, puisque le prochain Afro, monsieur, c'est 2025. Donc, oui, on devrait viser un titre continental à moyen terme. Oui. 2024, selon vous. Oui. Alors, quand on regarde votre chronogramme, on va à la page 21, pratiquement, où on a tout un... On va dire quoi, un organigramme, j'allais dire qu'on a un chronogramme qui est bien précis, qui va du court, moyen, jusqu'au long terme pour être champion. Je ne sais pas si du côté de la région, on peut avoir le visuel chronogramme pour permettre à tout le monde de voir. Est-ce que cela aujourd'hui, dans sa chronologie, ne vient pas un peu vous contredire quand on regarde? On part du court terme, où il y a la mise en place du siège jusqu'à l'organisation, à la DTN, les fédérations, le financement et tout ce qui va avec. C'est le fichier chronogramme, c'est comme ça qu'il est intitulé. Et il y a à moyen terme, organiser les diplômes d'entraîneurs nationaux, organiser la détection et formation des jeunes, et puis organiser la politique pour le haut niveau. Et puis le long terme, vous avez développé les infrastructures basketball au Cameroun, renforcer les échanges internationaux pour développer l'expertise du cadre, pour chuter à être champion d'Afrique. On est passé par le court, le moyen, on est au long terme pour finir champion d'Afrique. Est-ce que vous pensez que court terme, 2022, qui est un terme court en principe, 2024 autant pour moi, corrobore avec votre chronogramme? Oui, je pense. Et puis, ce chronogramme, il faut bien le prendre pour ce qu'il est. C'est un chronogramme indicatif. Parce qu'en réalité, si vous commencez dans une fédération, qu'est-ce que vous faites? Au premier niveau, vous faites un audit. Et dans cet audit, maintenant, vous faites un élément d'audit stratégique pour... arriver à un plan d'action stratégique. Ça veut dire que vous avez votre vision, vous avez vos missions, vos valeurs, vous mettez tout ça ensemble et après vous débouchez donc sur votre plan d'action stratégique qui va élaborer les priorités de ce que vous voulez faire dans l'horizon déterminé. Ça veut dire que si vous avez un mandat de 2 ans, comme on le dit maintenant, vous faites un plan d'action stratégique sur 2 ans pour dire dans les 2 ans, quelles sont les priorités que nous mettons à ce niveau. Parce que là, on met beaucoup de choses,
Après, vous pouvez vous rendre compte que matériellement, ce n'est pas possible de faire ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre des priorités parce que tout ça dépend des ressources, ça dépend des promesses que vous avez, ça dépend d'un certain nombre d'actions. Et maintenant, vous priorisez, vous dites, si parmi tout ce qu'on a dit là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis peut-être la stratification au niveau des entraîneurs, des arbitres, etc. Vous commencez par mettre ça. Parce que, évidemment, le siège, tout ça, c'est la première des choses. Parce que pour travailler, il faut bien ces éléments. Voilà. Mais est-ce que dans donc, la priorité, vous pensez que 2024, il y aura un titre continental tel que vous l'avez mis dans votre vision? Moi, c'est possible. Mais je vais vous dire pourquoi. Et je crois que tous les Camerounais pensent que c'est possible. On pense qu'avec le potentiel qu'on a, on peut pouvoir arriver à gagner le prochain Afro-Basket si certaines conditions sont réunies. C'est-à-dire lesquelles? Lesquelles, c'est que vous mettrez en place en 2 ans lesquelles, c'est d'abord pouvoir convaincre nos meilleurs éléments de travailler avec nous pour l'équipe nationale. Est-ce que vous pensez que le problème pour ces éléments-là, c'est de travailler avec des personnes? Non, je pense que c'est les conditions de mise en œuvre. C'est-à-dire que on a le projet maintenant. Si on dit le prochain Afro, c'est 2025, ce n'est pas en 2024 que vous allez commencer à discuter du projet. C'est se rapprocher des entourages maintenant pour commencer à discuter sur les perspectives de 2025. Maintenant, parallèlement, c'est améliorer notre championnat local parce qu'il faut toujours avoir des bons locaux aussi pour épauler ces joueurs-là. Et avec tout ça, je pense que c'est largement possible. Ce n'est pas le coach Mouele ici qui me démentira. Quand on connaît notre potentiel, même de basket local, si on l'améliore, même des jeunes à faire monter, et ce qu'on a à l'international, je crois qu'avec cela, on peut légitimement penser qu'il soit possible d'avoir un titre. Oui, une minute. Président Salah, oui. Quand je parcours votre projet, oui. Je me rends compte que sur le plan de la formation, oui. la formation du joueur à la base, oui. C'est un peu... Vous avez développé sur 2 lignes. C'est-à-dire que former les entraîneurs, c'est bien. Bon, maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que au niveau de la formation qui est donnée à ces enfants, il fallait mettre en accent peut-être sur l'harmonisation des programmes de formation? Oui, absolument, parce que ça, c'est seulement la synthèse. Hein. En fait, le projet en entier, il est là avec un peu plus de détails sur la formation qui doit être faite. Je vais résumer en quelque sorte. Ce qu'on pense faire, c'est d'abord des pôles de mini-basket. Ça veut dire des formations spécifiques jusqu'au U13. Et maintenant, on pense à des centres régionaux, donc des académies, on peut dire le Grand Nord, avec au milieu à Garoua, pour les 3 régions, une académie des U13, U15 à ce niveau, pour les 4 grandes aires aussi, nord-ouest, ouest, littoral, sud-ouest, centre, sud-est. Donc 4 groupements comme ça, et puis une académie maintenant nationale, cette fois des U16 et des U18. Donc avec les U16 qui jouent le championnat du centre en U18 et les U18 qui jouent en senior. Voilà notre rêve. En 2 ans, de pouvoir mettre cela. Et maintenant, dans les contenus de formation, on a dit ça, c'est la mise en œuvre de la stratification des coachs à partir de coach mini-basket, etc., jusqu'au haut. Donc, de mettre en œuvre cette stratification et les contenus de formation maintenant adaptés et harmonisés par rapport à tout ça pour que, justement, les coachs puissent continuer à évoluer. On a vraiment un accent fort dessus parce qu'on est convaincu que il y a un coach espagnol qui nous avait dit d'ailleurs, quand on dit que c'est quoi le succès de l'Espagne, il a dit mais c'est les entraîneurs. Si vous avez les entraîneurs bien formés, vous organisez le jeu et puis vous avez les joueurs qui sortent de là. Vous pensez qu'en 2 ans c'est possible? En 2 ans, on peut mettre les bases. Déjà, en 1 année, sur ce qui a été fait, on peut arriver à la stratification. Ensuite, maintenant, pendant cette année, travailler sur les contenus harmonisés pour pouvoir justement faire monter. Et maintenant, solliciter les différentes expertises qui sont volontaires pour le faire. Je pense que stratification, il faut rappeler qu'il y a un document qui est prêt et mis en place par le bureau sortant. Oui. C'est de celui-là dont vous parlez ou vous parlez d'un autre? Non, c'est-à-dire qu'il y a ce document qui est là,
Mais ce document, en fait, ce projet, comme je le dis, on le pensait depuis un moment. Donc, cet aspect de stratification avait été pensé depuis. Je vous rappellerai même que sur ce plateau ici, Yvan était là, tu étais là, il y avait l'expert Ado Sano du Sénégal qui était ici. Oui. Il nous avait déjà dit depuis, vous ne pouvez pas vous appuyer uniquement sur les stages internationaux qui sont faits. Vous devez mettre des diplômes nationaux en route pour pouvoir le faire. Donc, cette idée-là, même que la fédération veut mettre en place aujourd'hui, je peux vous rassurer que le président Ndoukou a ça dans les tiroirs peut-être depuis 2014 au moins. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on sait qu'on doit faire depuis. D'ailleurs, on doit le faire chez les arbitres aussi. On doit avoir les arbitres départementaux, régionaux, quand les gens vont en stage. On sait que là, tu es apte pour aller au stage national, tu es apte pour aller au stage international, etc. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire. Président Tchala, moi j'aimerais, je vous ai écouté développer par rapport à vos ambitions, par rapport au calendrier des activités et des réalisations que vous comptez mener si vous êtes porté à la présidence de l'Africa Basket. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, ou alors vous ne pensez pas, moi c'est l'impression que j'ai, que vous faites un petit peu du bluff. Je prends l'exemple de la volonté de gagner l'Afro-Basket en 2024, quand on sait que généralement... Oui, disons que ça doit être 25. 25, oui, 3 ans, 25. Oui. Quand on sait que généralement, dans les grandes nations et dans les grandes compétitions internationales, c'est une génération qu'on prépare à gagner un tournoi, et on sait qu'une génération se prépare minimalement entre 8 et 10 ans. Par quel miracle Cameroun va-t-il gagner l'Afro-Basket en 2025? C'est justement pourquoi je parle de bluff. Je suis surpris que vous le dites, Yvan, parce que je crois que si on remonte sur le plateau ici, on aura des échanges là où il y avait le secrétaire général de la fédération ici, où vous affirmiez que si on avait nos meilleurs éléments, on ferait du résultat. Oui, mais pas en 2 ans. Est-ce que vous l'avez dit? Si, mais pas en 2 ans. Ok, d'accord. Pas en 2 ans. Ok, si vous l'avez dit, moi je suis d'avis avec vous à ce moment-là, pour vous dire que quand vous avez des talents exceptionnels comme ceux que nous avons, vous ne pouvez pas me dire que vous ne rêvez pas de remporter. Les processus sont différents. Chacun prend son process. Ceux qui ont un très bon championnat local avec des clubs performants déjà s'appuient sur eux. D'autres doivent construire cela. Et maintenant, si vous avez du talent individuel, c'est comme le Nigeria. Le Nigeria qui a gagné, c'était quoi, 2015. C'était avec quelle génération? C'était des gens qui sont... Mais il y avait ce talent, oui. Il y avait ce talent. Des joueurs amenés par Djougou qui sont venus, qui ont dit on va gagner un Afro-Basket. Le Cameroun a le talent pour pouvoir avoir ça. Des leaders qui soient capables de tirer cette équipe. Et déjà un bon noyau local, il y a une équipe quand même ici là qui continue de monter au niveau de la Basketball Africa League, qui a un niveau intéressant, parce que si vous comparez avec les Angolais et tout ça, c'est quasiment leur équipe nationale. Si vous n'en avez une équipe qui termine juste derrière ces clubs professionnels et qui ensemble depuis, ça fait un noyau. C'est toujours tiré par une équipe. Maintenant où vous pouvez compléter avec des joueurs d'un certain niveau et pouvoir faire du résultat. Moi, je suis convaincu que c'est possible. Ça veut dire que dans votre logique, vous êtes sur le moment. Vous ne pensez pas forcément à bâtir, à poser les jalons de futurs succès très solides. Vous avez pris l'exemple du Nigeria en 2015. Oui. Pourquoi est-ce que le Nigeria, par exemple, a pu rééditer l'exploit de 2015? C'est parce que sur le plan structurel, il n'y a pas eu une base solide. Yvan, les deux ne sont pas incompatibles. Mais vous pouvez essayer d'obtenir les résultats tout de suite, tout en travaillant longuement sur la base. Comment comptez procéder d'ailleurs? Ce projet, c'est un ensemble. Ça veut dire, là, vous regardez la formation, la base, l'académie fédérale. Tout cela, c'est pour faire monter les talents. Okay? U13, U15, U16 à l'Académie centrale, U18, c'est le noyau qui monte. En même temps, améliorer nos championnats locaux, c'est créer encore un bon championnat local. Mais on sait bien que tout cela, ça prend du temps. Mais est-ce que pour prendre le temps, on peut s'interdire de rêver de faire un bon résultat dans votre rêve, quand vous avez des joueurs de ce talent? Dans votre rêve, ces joueurs de talent, comment est-ce que vous allez les ramener?
Comment on va les ramener? On a Koloko aujourd'hui, on a Oui. Siakam, on a Joel Embiid. Absolument. Pour ne citer que cela. Oui, moi je pense que la première des choses, c'est d'avoir le contact permanent avec ces personnes. Comment vous, et leur allez les entourage. ramener? Comment on va les ramener? Dans le concret. On va- Pas dans, Non, pas non, dans ce que Non, dans c'est l'expectative, mais c'est dans le pas- concret. c'est pas, on passe par des personnes qui sont capables d'être en contact avec ces personnes. Est-ce que vous les ce avez déjà? soit- Mais bien sûr. Est-ce que bien vous êtes sûr. tenté de nous dire qu'actuellement, ce n'est pas ce qui est fait du côté de la fédération? Non, je ne sais pas ce qui est fait, c'est ça la différence. Mais moi, je dis ce que je pense faire. Allez-y. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais je pense quelque chose. C'est que si vous avez les frères, vous avez les parents, vous avez l'agent, vous avez les fondations de ces personnes, ça veut dire que vous pouvez vous rapprocher de ces personnes. Maintenant, il y a une relation à cultiver. Moi, je crois que il ne faut pas seulement penser que ces personnes ont des devoirs par rapport à nous, mais penser que nous pouvons aussi leur être utiles pour des actions sociales, sociétales qui sont mises en place, pour les aider dans ce sens. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment, on cultive des relations. On cultive des relations, des actions qui peuvent aboutir, donc, puisqu'on a un horizon, qui peuvent aboutir à quelque chose. Moi, je crois que si ce n'est pas précipité, si c'est travaillé, n'oublions pas qu'ils sont dans des ligues fermées où ce n'est pas évident. Ça veut dire que ce n'est pas seulement eux, c'est aussi les responsables de ces équipes, de ces franchises-là, avec qui il faut travailler, qu'il faut rassurer pour pouvoir permettre qu'ils arrivent. Si ce n'est pas précipité, précipité pour vous, c'est dans quel espace-temps? Puisqu'en 2025, il faut être champion d'Afrique. Justement, 2025, ça laisse de 2022 3 ans pour travailler un projet de présence de ces personnes à la compétition. Et je pense que 3 ans, tout ce que je suis en train de dire est réalisable pour avoir des camps qui sont faits, par eux qu'on accompagne, des actions sociétales dans les orphelinats, etc. Je pense que la fédération doit être à la tête de ces actions-là, doit proposer des idées, doit proposer un certain nombre de choses et pas qu'elles soient faites en dehors de la fédération individuellement, etc. La fédération doit faciliter, doit permettre que ces actions se passent. Et là, on va cultiver des relations qui peuvent permettre qu'on développe un dialogue et qu'on aille vers un ensemble de points. On va prendre quelques questions. Monsieur Tsala, je veux savoir comment est-ce que vous comptez accompagner les académies de basketball si vous êtes élu président de la Fédération camerounaise de basket, Rodé Siakam? Oui, les académies, c'est la base, c'est très important. Ce qu'on a essayé de faire au centre, par exemple, c'est d'encourager les académies dans les différents quartiers, de telle sorte que les parents n'aient pas de grande distance à faire pour accompagner les enfants. Si un enfant est dans la zone Ngouekele, par exemple, que le parent m'appelle, je vais dire, il y a le coach Mouele qui est là, vous pouvez le contacter à tel numéro pour que l'enfant puisse y aller. Maintenant, il faut structurer les académies, nous sommes d'accord, et ça c'est un chantier. Je pense que le vrai problème, c'est qu'il faudrait que l'encadreur de l'académie vive de son travail. C'est la clé. Je reviens toujours sur l'Espagne, hein, c'est un grand exemple là-dessus. Il y a un coach espagnol qui m'a dit, si le coach formateur ne vit pas de son activité, vous perdrez sur tous les plans. Parce que vous mettez 10 ans à le former, 15 ans à le former, et lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut pas vivre de ça, il va faire autre chose qui est loin du basket et vous avez perdu 15 ans à le former. Donc vous avez intérêt à ce qu'il puisse vivre de sa formation. Et là, il faut structurer les académies. Il faut amener les parents à comprendre qu'il y a un coût pour la formation, qu'il faut que le coach, les responsables doivent être à l'aise, qu'ils puissent avoir des bénévoles pour structurer l'académie. Et à partir de là, on va avoir des académies viables. Et si vous avez des académies viables, vous avez aussi des ligues plus fortes et c'est comme ça que la pyramide se construit. Et une autre question de Paul Meng. Il voudrait savoir si dans le projet de fédération de Yves Tsala, les figures du basket comme Barmouté qu'on a vu autour de vous, et puis les Siakam Joachim Noah, entre autres, Embiid, sont proches de vous, vous accompagnent-ils? Absolument, déjà directement, déjà avec Luc, c'est pas aujourd'hui. On a travaillé sur ces projets pour les panneaux de basket.
Je crois qu'on a été ici avec Essala à de la salle monter sur les poteaux pour mettre ces anneaux un peu partout. On a été à Liberman, j'ai été avec l'Aube Christian à Saker, on a été au Mojas, on a été... Donc j'ai été sur le terrain parce que je pars toujours du principe que lorsqu'ils ont des projets et qui sont peut-être occupés par le jeu, etc., que nous, on vienne faciliter les projets sociaux qu'ils veulent mettre en place, qu'on leur fournisse des solutions pour les aider à le faire. Donc, cette coopération ne date pas d'aujourd'hui, elle est ancienne et justement, c'est ça qui fait aussi ces rapprochements et je crois que partant sur cette lancée, on peut pouvoir développer des choses avec ces personnes-là. La diaspora a une place de choix Oui. dans votre projet, pourquoi? Oui. La diaspora, pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est un pays incroyable. Le Cameroun, comme on dit, a un incroyable talent. Vous allez à l'Académie NBA de Dakar, le chef instructeur, c'est un Camerounais. Vous allez dans différents camps dans le monde, vous allez à Bordeaux, vous voyez le patron, hein, vous trouvez un coach camerounais. Vous avez toutes ces expertises et ces personnes qui veulent apporter quelque chose. C'est pour ça que je dis que cette vision doit être fédératrice pour permettre à ces personnes-là qui veulent juste se dire que j'ai aussi contribué, je développe toute cette expertise ailleurs, je parcours le continent, je le fais, mais pourquoi je ne le ferai pas au Cameroun? En plus, le Cameroun a des joueurs de potentiel. Est-ce qu'elle vous finance, cette diaspora, elle vous finance? Financer, moi particulièrement, je dirais pas vraiment financer, mais elle appuie. Elle apporte son expertise, elle apporte du matériel. Donc l'apport de la diaspora dans votre campagne, elle est juste sur le plan de l'expertise, le matériel? L'expertise, financement. le matériel. Je ne sais pas pourquoi vous dites juste le matériel, c'est important. J'ai demandé plein de ballons de taille 6 là pour descendre sur le terrain. C'est des choses qu'on ne trouve pas ici. Vous voulez même acheter, vous n'avez pas des tailles 6, taille 5. Pourtant, il en faut pour les filles. Les filles jouent avec des tailles 7, elles doivent jouer avec des tailles 7. Donc vous arrivez dans des régions, il n'y a pas de ballon de taille 6, les filles sont obligées de jouer avec taille 7. Donc je crois que quand vous allez dans une région et que vous donnez ces ballons, vous faites œuvre utile. C'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je dis à la diaspora, quand vous avez du matériel, vous envoyez, ça va aider les encadreurs ici qui sont sur le terrain. On va parcourir les terrains et on va pouvoir... Une autre question, c'est priorité, monsieur, aux questions des téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les transactions des joueurs des centres de formation vers les clubs professionnels à court, moyen et long terme pour l'Europe d'une part, les États-Unis d'autre part, car la législation ne garantit pas vraiment les intérêts de ces clubs locaux? Oui, c'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué uniquement pour nous, c'est compliqué pour le basket en général parce que le foot et le volley, par exemple, c'est mieux normé. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il faut recommencer d'abord par nos statuts. Il faut aller en profondeur. Je crois que si vous êtes d'accord avec moi, nos statuts, c'est comme si le basket commence chez les U18. Et pourtant, aujourd'hui, ça commence plus tôt. Je crois qu'il y a d'abord des réformes juridiques profondes à apporter pour nous-mêmes ici. Ensuite, après, il faut regarder le calendrier international. Il faut voir des lobbying qu'il faut faire, etc. Toujours dans l'optique de se dire que nos clubs doivent se structurer pour pouvoir avoir des ressources pour leurs responsables. Et ça va dans ce sens. C'est peut-être mieux organisé. D'abord, il faut savoir qu'il faut que nos joueurs signent déjà des protocoles ici avec les parents, etc. Ça protège. Parce que quand c'est des échanges déjà de club à club, ça dépend aussi de ce qu'il y avait dans les pré-contrats ou les contrats au niveau d'ici. On va évoluer. C'est un mouvement d'ensemble. On va évoluer avant le face-à-face avec Yvan tout à l'heure, qui va durer quelques minutes. On vous observe dans la LBC. Et nous avons l'impression que vous avez des problèmes à déléguer le travail. Exemple, c'est toujours vous qu'on voit à la télé, qu'on écoute à la radio, qu'on lit dans les journaux. Et c'est même vous qui faites les posts sur Facebook. Vous avez un problème à déléguer, vous? Non, pas du tout. C'est vrai que si vous voulez vous assurer... Parce que vous avez évoqué tout à l'heure que le secrétaire général du bureau sortant travaille seul. Non, c'est vrai que quand vous voulez être sûr que quelque chose soit fait,
vous le faites vous-même. Mais c'est pas pour dire la Ligue c'est du pas un Centre. échappatoire. Non, c'était une blague. C'était une blague. Mais Yvan, je vais revenir, comme je dis toujours, je suis la face visible de l'iceberg. Il y a énormément de personnes. Oui, mais c'est toujours vous qu'on voit et c'est pertinent. Non, ça. je viens, Christian. Il y a énormément de personnes qui travaillent au niveau de la Ligue. Il y a un chargé de la logistique qui a normalisé tout aujourd'hui. Quand il y a match, les chaises, tout ça, on vient, on trouve, tout est en place. Vous avez la commission des arbitres qui travaille, qui désigne, qui évalue, qui fait tout ça. Vous avez la commission sportive qui fait toutes les programmations, tout ça. On n'a rien à voir avec, ni les résultats, tout ce qui doit être fait. Cette commission le fait. Vous avez une commission qui s'occupe du mini-basket. Vous avez une commission qui s'occupe des vétérans. Vous avez... Et ces commissions sont fonctionnelles. Maintenant, même au niveau de la communication, vous avez des relais de partenaires qui sont là, comme Dunk Magazine, comme Basket Zoom, comme tout ça, qui sont là, qui sont des relais, et on travaille ensemble pour faire un certain nombre de choses. Pourquoi c'est toujours vous? Non, moi je peux poster parce que, évidemment, pour faire des articles, pour faire ce genre de choses, il faut que les gens soient volontaires pour faire. Donc il n'y a pas de volontaire? Non, si personne ne fait, donc moi je fais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dans la volontaire. commission communication, qu'est-ce qu'on faisait? J'écrivais des articles aussi, il y avait des personnes qui étaient là, donc je peux écrire des articles. Justement, en rapport avec la commission communication, il y a une question qui nous vient de l'Adamawa Mohamedou. Oui. Yves Tiala n'est-il pas le président de la commission communication, bon, il a démissionné entre-temps, de la fédération, mais pourquoi dit-il aujourd'hui qu'il n'est pas au courant des contacts avec les joueurs NBA? Ça veut dire que la communication sur les contacts avec les joueurs NBA vous a-t-elle échappé? Ça fait partie des griefs que je posais. C'est pas ça. Ça fait partie des griefs que je posais. J'estimais que on n'avait pas l'information. Bon, pour les joueurs NBA, c'est encore plus compliqué. Mais déjà, pour les choses les plus simples, j'estimais qu'on n'avait pas l'information à temps par rapport à certaines choses et que finalement, ça nous plombait un peu le travail. Vous êtes sur Temps Mort ce soir, mesdames et messieurs. Yves Tiala, que vous avez à l'antenne, est le postulant à la présidence de la Fédération camerounaise de basketball, en ce moment président de la Ligue régionale du Centre. Il est avec nous ce soir, il dévoile son projet. Oui, c'est pas du dos de la cueur qu'on y va, on n'y va pas du dos de la cueur aujourd'hui. Avec lui, il faut bien, on appelle ça défendre son projet. Absolument. Et jusqu'ici, tout va bien pour vous? Non, il n'y a pas de souci, ça va. On verra avec le face-à-face de Monsieur Mollet, ça va? Ça va. Vous êtes sûr? Sûr. On vous sent pas assez virulent comme d'habitude en fait, avec la Ligue. Tout est parfait pour vous dans le programme? Pas encore. J'attends le face-à-face. D'accord. Vous aurez 5 minutes avec lui. Merci. Dans un instant. Mais pour l'instant, j'allais dire Yvan. Ouais, c'est Yvan. Un presque homonyme. Yvan Kamwa, vous avez un face-à-face de 5 minutes chrono avec le président Yves Tiala. Il va falloir être précis dans vos réponses. D'accord. Alors, président Yves Tiala, rebonsoir. Bonsoir. Si aujourd'hui on disait Yves Tiala, président de la Fédération camerounaise de basketball, une logique ou une anomalie, selon vous? Une logique, parce que je crois que j'ai le parcours progressif. D'ailleurs, j'ai lu quelques commentaires des gens qui disaient « enfin ». S'ils disent « enfin », c'est qu'ils pensent que logiquement, je devrais arriver à ce stade-là. Donc, j'ai une progression tout à fait logique par toutes les différentes étapes qui font que je peux légitimement... Alors, avant le début de cette émission, je parcourais un article ou alors un document sur lequel vous retracez un petit peu votre parcours au niveau du basketball. Mais vous avez... Ce qui a frappé mon attention, c'est l'absence de votre passage au sein de cet exécutif comme responsable de la communication. Oui. Est-ce à dire que vous nourrissez des regrets d'avoir flirté avec cet exécutif? Non, pas du tout. Au contraire, comme je dis, les gens qui sont là font leur part du travail. Moi, par rapport au basket, si on m'appelle pour aider, quels que soient les cas, je réponds d'abord présent. Et lorsque le conseil d'administration m'a sollicité pour donner un coup de main à la communication et au marketing, j'ai dit oui, parce que dans mon intention, c'est toujours d'essayer d'aider, parce que je pense au basket.
je suis passionné de basket, j'ai envie qu'on parle de basket. Et d'ailleurs, vous voyez dans les forums des journalistes, chaque fois qu'on fait une discipline, tout le temps, on vient crier là pour dire parler aussi du basket parce que je pense que c'est dans mon ADN. Je ne peux pas m'empêcher si on m'appelle d'arriver pour donner un coup de main. Alors, lors de la prochaine élection, vous serez face à Samuel Ndoku, qui est en place depuis une douzaine d'années, qui était votre allié d'hier. Et demain, vous serez adversaire pour l'occasion d'une élection. Est-ce que si on vous considérait comme un traître, parce que vous avez appartenu à son exécutif pendant 4 à 5 ans, est-ce qu'on aurait tort? On aurait tort. Je ne prendrais pas comme ça. J'ai dit que je croyais en Sam Ndoku. Je l'ai soutenu en 2013. Sam Ndoku. Donc, Sam Ndoku, ce n'est pas un problème personnel, c'est un ami. Ça a été un coéquipier, même si on n'était pas exactement la même génération. Dans ma première saison junior, ce sont des grands frères qui m'ont accueilli dans Dream Store. J'étais surclassé des juniors pour aller. Cette année, on a fait le doublé national. Ce sont les joueurs qui m'ont accueilli. Donc, les relations qu'on a sont des relations amicales et cordiales. Simplement, comme je dis, ce n'est pas des problèmes personnels. C'est qu'à des moments, moi, personnellement, je pense que on n'arrive plus à se renouveler. Je pense qu'on arrive à saturation, qu'on reproduit les mêmes choses et qu'il faut un vent nouveau, une nouvelle dynamique qui va aussi traîner d'autres personnes. Donc, c'est vraiment pas personnel avec Sam. Abordant dans ce sens, justement, le 28 février dernier, vous déposiez votre démission comme responsable de la communication de la Fédération camerounaise de basketball. Et vers la fin du deuxième paragraphe de cette lettre de démission, vous évoquez comme prétexte justifiant cette démission un manque d'accessibilité aux informations de la structure. Oui. Et le président Ndoku le sait, parce que je l'ai dénoncé. J'étais particulièrement énervé par rapport à la fenêtre de Dakar au Sénégal. Et j'ai entendu certains dire que c'est parce que je n'étais pas du voyage, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Figurez-vous, Yvan, que vous faites une réunion des médias office de FIBA et que tous les médias office donnent la liste de leurs équipes et que vous, on vous demande la présélection de votre équipe et que vous n'êtes pas capable de la donner. Et que plus tard, c'est la responsable qui vous dit « Attendez, je veux vous donner la présélection de chez vous pour que vous me dites comment on prononce les noms. » Comment est-ce que vous vous sentirez? C'est ce sentiment-là que j'ai eu. Vous avez eu l'impression de vivre un véritable parcours de combattant pendant vos années passées dans l'exécutif de cette fédération? Je ne dirais pas comme ça. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit la mauvaise foi. Je crois qu'il y a peut-être une culture quelque part de l'information. Vous pensez comme certains que Samuel Ndoku est un gourou? Non, pas du tout. Disons que pour cette culture de l'information, je crois qu'il faut que l'information circule. Par exemple, on sait que Basket 237, ils vont aller sur le map prendre des listes et les publier. On le sait chaque fois. Et à la commission de communication, on disait, il vaut mieux que nous, on publie ça avant que d'aller trouver à 237. Mais on n'arrivait jamais à publier avant et 237 allait prendre directement dans le map pour venir publier. Donc, je crois que quand vous faites une, deux fois, c'est que vous vous dites qu'à un moment, la culture de l'information n'est pas simplement installée. S'il fallait résumer en quelques mots votre passage au sein de la Fédération camerounaise de basketball. Déjà, c'était une belle expérience, moi, je pense, parce que la communication dans les événements internationaux, ça faisait plaisir de pouvoir d'abord vivre sa passion avec ça, d'analyser les matchs, de pouvoir faire des articles à chaud, de rencontrer d'autres confrères d'autres pays et les responsables de FIBA, par exemple. Ça, c'était toujours quelque chose, des expériences qui sont positives. Après, maintenant, c'était les regrets. Parce que je pensais qu'il y avait le gâchis, il y avait énormément de choses à pouvoir faire pour faire que la communication, parce que la communication c'est la base. Je trouve que c'est du gâchis parce qu'on a un énorme potentiel. Les jeunes aiment le basket, les jeunes sont passionnés des réseaux sociaux avec des groupes de basket formidables et je trouve qu'on n'utilise pas ce capital en termes de communication et donc
voilà, c'est cette frustration. Merci, monsieur Mouelet. Vous aurez vos minutes dans un instant. Président, à quelques jours des élections, quelles sont vos relations avec le bureau actuel? Mais les relations sont cordiales, je dirais, même si évidemment elles sont vives lorsque il s'agit de parler de certains points. Par exemple, là, j'espère qu'on va avoir une conciliation au niveau de la commission des recours sur un certain nombre de points, parce que je pense que dans ce processus, il y a des choses qui ne sont pas bien. Et je crois que... Quoi, par exemple? Faites allusion par à quoi? exemple, je reviens sur les clubs, les clubs, la liste des clubs et autres. Je pense que il y a des régions carrément où beaucoup d'observateurs du basket se sont posés les questions sur la liste des clubs. Et je crois que après l'élection, le basket va continuer. Mais il est impératif que dans les régions, les gens qui soient dans ces exécutifs sont des gens qui font vivre le basket. Il ne faudrait pas qu'on pousse des personnes dont on sait qu'elles ne contribuent pas à faire avancer le basket pour des raisons électorales et qu'après l'élection, il n'y ait rien dans ces régions. Ça, je trouve que c'est criminel. Concrètement, il s'agit de quoi? Ceux qui suivent comprennent. Non. Parce On est que, sur le plateau. parce que, Il s'agit de quoi, parce que concrètement? pendant plusieurs années, on n'a pas avancé, n'est-ce pas? Et que si on met de côté les gens qui animent le basket dans les régions, alors là, on ne peut pas opérer des miracles. Ça veut dire qu'après l'élection, si ils sont élus, le basket va stagner à nouveau. Il y aurait un problème dans une de ces commissions? Moi, je pense que plusieurs choses n'ont pas été respectées et on va le faire savoir. D'abord, premièrement, sur le calendrier électoral. Est-ce que, moi, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ce soit normal que le bureau sortant fixe le calendrier électoral unilatéralement, sans approbation de l'Assemblée générale? Je vous demande, est-ce que c'est normal? Je pense que ça doit être une décision consensuelle dans une assemblée générale et que cela doit être transmis à la commission électorale venant de ce processus, de ce consensus, parce que c'est pas possible. C'est autant de choses. C'est-à-dire que si on veut avoir... Moi, je crois que nos fédérations, notre mouvement sportif souffrent d'élections mal faites pendant tous les mandats qui courent. Vous voyez, dans beaucoup de fédérations, tellement les gens sont frustrés qu'ils perturbent les mandats des gens. Il faut qu'on travaille à avoir des élections apaisées. On ne peut pas sauter tout et venir pendant que les commissions électorales ne sont même pas encore bien organisées, harmonisées. Vous dites qu'on va commencer les élections, 3 jours après, on ira là, 4 jours après, et le 27, on doit avoir terminé. Pourquoi, si le ministre a donné au niveau national, pourquoi si le ministre a donné jusqu'au 12 décembre, on va se précipiter pour terminer à ce moment avec tous les recours et tout ce qu'il y aura, ça va donner des élections qui ne sont pas apaisées. Moi, je crois que si on le fait, c'est pour empêcher qu'on fasse campagne. Mais quel intérêt à ce qu'on fasse campagne, on ne fasse pas campagne? Quel intérêt à ce qu'on ne débatte pas des problèmes du basket? En même temps, même, je crois qu'entre les élections régionales et l'élection nationale, il doit y avoir au moins une semaine que les candidats aient le temps de voir et d'essayer de convaincre les élus des régions par rapport à leurs projets. Ce sont des choses qui permettent que les élections soient apaisées. Président, vous étiez à l'AG du 30. Oui. Vous avez posé ce problème? Bien sûr. On ne nous a pas communiqué de calendrier à la fin de l'AG. À l'AG, est-ce que vous avez demandé que ce soit débattu en fait, que les dates soient arrêtées? J'ai insisté à la fin de l'AG. J'ai insisté pour dire, Monsieur le Président sortant, proposez-nous un calendrier. Ce qui a été refusé d'être fait jusqu'à ce qu'on sorte de l'AG. Ça n'a pas été proposé. Mais au sorti de l'AG, quand même, les commissions ont été arrêtées de commun accord avec tout le monde, les membres des différentes commissions. On n'a pas les problèmes. On n'a pas les problèmes avec les commissions. La preuve, les commissions ont été adoptées, non? Tout à fait. En assemblée générale. Voilà. Mais le problème, c'est le calendrier. Le calendrier, qui est quelque chose de très important, doit être consensuel. Ça veut dire que
ça doit avoir la force de l'Assemblée générale pour que ça puisse être donné au niveau de la commission. Et c'est la commission maintenant qui doit gérer le reste. Ce n'est pas le bureau sortant qui doit signer un communiqué, signer le communiqué pour dire que voilà le calendrier, 2 jours après, 3 jours après, on n'a pas le temps de recours, ça se déroule à des régions différentes, à des moments, les mercredis, les ceci. Je pense que d'ailleurs, quand on voyait les élections telles que ça se passait, c'était clair. Vous avez un week-end, vous avez l'arrondissement, on laisse une semaine. Ça, on a le temps de voir les recours, de les épuiser. On part au niveau supérieur avec les gens du bas. Ensuite, même chose, une semaine, on va à la région. Après, on va... Et tout ça se fait au même moment, dans le même intervalle. Comment on peut faire ici tel département, 2 jours après l'autre département, après 3 régions ici, et puis 2 jours après une autre région. Et puis, mais pourquoi est-ce que... Et si le recours vous est refusé, vous ferez quoi? Si le recours nous est refusé, ce que je ne pense pas, parce que il y a des commissions de recours au niveau du ministère, il y a des conciliations qui sont faites. Je crois que le ministère des Sports, qui veut des élections apaisées, va nous appeler pour la conciliation, pour qu'on en discute. Je crois qu'on a intérêt à avoir des bonnes élections. On a intérêt à avoir un débat comme celui qu'on a, qui est un débat sain sur le basket, qui intéresse les basketteurs et les gens de la communauté. Et que quand il y a ce type de processus à la fin, on a une bonne élection et la personne qui gagne, on se salue et après, on va toujours travailler pour le basket. On est passionné de basket, on ne sortira pas de basket. Mais il faut qu'on n'ait pas un sentiment de frustration parce qu'on va précipiter. Vous-même, Christian, si on vous dit élection, pendant que les commissions se mettent en place, il y a les commissions départementales qui ne sont pas encore mises en place. La commission régionale même du centre, c'est aujourd'hui qu'elle a fait son premier rapport. Et il y a plein de problèmes là. Il y a des dossiers qui ont, selon les rapports des pactes d'intégrité, j'ai entendu, qui ne serait pas signé, ça ne me regarde pas. Yves Tchala... mais je pense qu'il y a tellement de choses là-dedans qu'il ne faudrait pas qu'on se précipite. Il faudrait qu'on prenne le temps d'essayer de faire un processus crédible pour aller très bien à sa fin avec les débats qu'il faut. Et après, le vainqueur, tout le monde va applaudir. Une question quand même qui arrive. Y aurait-il des mécanismes pour empêcher le challenger de se proposer le jour de l'élection? Le challenger, comment? Votre challenger, le président Ndoukou. Des procédés pour que... Pour l'empêcher d'arriver à l'élection? Non, pourquoi? Moi, je suis pour l'affrontement dans les règles. Je ne donne pas, on ne cherche pas des coups. Je vais lire entièrement. Hein. Oui. On parle d'une plainte qui est en voie d'être déposée contre le président Ndoukou. Oui. Vous êtes au courant de ça? Moi, je ne suis pas au courant. Je ne poserai pas de plainte contre l'individu qu'est Ndoukou. Je reproche au bureau sortant de fixer unilatéralement le calendrier. Donc, je ne suis pas sur la personne de M. Ndoukou. Je n'ai pas de recours personnel sur l'individu Ndoukou. Très bien posé. 2 minutes, Mouelé, OK. pour votre face-à-face. Bonjour, Président. Bonjour. Ouais. Président Tchala, quelle est réellement votre motivation pour la fédération? Moi, je suis motivé parce que je pense qu'on a la possibilité de faire les choses autrement. Parce que je crois qu'on a une vision qui peut amener l'ensemble des personnes à fédérer, à les fédérer autour du projet. Le sentiment que j'ai actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à attirer les personnes autour du projet actuel, que les gens ont tourné le dos, qu'il y a une certaine désaffection, alors qu'il y a énormément de personnes qui peuvent aider ce basket à avancer. Donc j'ai l'intime conviction qu'on a une vision qui peut ramener les gens. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages des gens qui me disent « je suis prêt à revenir investir pour une équipe, pour un centre de formation, etc. » qui sont des personnes qui ont complètement tourné le dos depuis. Et c'est ça vraiment mon moteur. Oui, Président, mais vous savez qu'à chaque veille d'élection, quand il y a un nouveau candidat,
il y a toujours ces gens-là qui disent « je suis prêt à revenir, je vais te soutenir et tout », et après, on n'en voit plus. C'est possible, mais je peux dire que depuis qu'il y a la campagne quand même, il y a des gens qui posent des actions concrètes, comme je disais, en termes de matériel, en termes d'un certain nombre de choses, en termes de contribution aux idées, qui montrent que ces personnes sont motivées. Et là, vraiment, ce n'est pas la campagne, parce qu'il y a des actions qui ont été entreprises. Par exemple, là, on est en train de refaire le terrain du lycée bilingue. Ça a commencé. C'est un travail de rénovation de plus de 30 millions. Il y aura une très belle, un très beau terrain, 2 terrains d'ailleurs, et toute la plateforme, parce que le hand et le volley va profiter. Je crois que ce type d'initiative-là, c'est du concret. Ce n'est pas vraiment des gens qui veulent juste faire les beaux. Une dernière question, moi. Et si le président Ndoukou vous tendait la main? Si le président Ndoukou me tend la main, je vais discuter avec lui, sauf qu'on ne peut pas s'harmoniser autour d'une vision, parce que je pense que justement nos visions divergent. La sensation que j'ai, c'est que finalement, on est resté stagnant, enfermé à un niveau, et que justement pour repartir, il faut des idées différentes, il faut d'autres personnes peut-être, mais son expérience serait indispensable dans une collaboration, même si on arrivait au résultat. Ce sont des personnes avec l'expérience qu'elles ont qu'on pourrait toujours associer à la réflexion sur le développement du basket. Merci beaucoup pour ce face-à-face. Merci beaucoup, Président Yves Tiala, d'être venu. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Yvan Kamoa, de vous être prêté au jeu. Draw a New Vision, c'est le nom de ce projet. Donc, Yves Tiala propose à ses électeurs et pour pouvoir être élu à la tête de la Fédération camerounaise de basketball. C'est vous qui concluez cette émission face cam, comme vous l'avez commencé, face à vos électeurs, pour leur dire le mot de fin. Moi, tout simplement, ce que j'aimerais dire, c'est nous avons la capacité, les possibilités de pouvoir changer notre basket qui a un énorme potentiel. Et là, je pense aux encadreurs sur le terrain, je pense aux régions, et je dis, nous avons la capacité, nous avons les personnes qui peuvent nous accompagner, parce que je suis juste le capitaine de cette équipe avec beaucoup de personnes derrière qui ont envie d'apporter leur pierre au développement du basket. Et je dis, ces personnes-là, ces délégués ont la possibilité de changer les choses, et après, il ne faudra pas qu'on se plaigne si ça ne se fait pas, parce que nous avons la possibilité de le faire et d'avoir un autre basket. Merci beaucoup, Président Tiala. Et à Laurie qui va me tuer. Concernant les compétitions juniors en international, votre projet? Oui. En 2 mots. Oui, en 2 mots, on a dit, c'est petite catégorie, à partir des U16, des U18, c'est qu'on puisse participer aux compétitions internationales. On perd beaucoup de gabarits vers des disciplines sœurs, voilà, qui nous prennent ces gabarits. Merci beaucoup. Je ne serai pas mort ce soir, heureusement. Allez, amis téléspectateurs, on va se retrouver probablement lundi avec un autre candidat à un de ces postes à la Fédération camerounaise de basketball, peut-être président ou de ligue, ou président de fédération. Dans tous les cas, ce sera quelqu'un d'autre à la place de Yves Tiala. Merci beaucoup et bonne chance, Yves Tiala. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, la diffusion de cette émission, mardi, 14h30. Vous faites le temps mort, vous pouvez... Fin du temps mort. Fin du temps mort, messieurs. Bonne nuit, merci à tous. Merci.